Je vous souhaite la bienvenue à tous pour un nouvel épisode. Écoutez, aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'adore. C'est un acteur que je suis depuis des années et qui est vraiment dans mes acteurs préférés. On va parler aujourd'hui de Leonardo DiCaprio. J'ai décidé de vous faire un top 10 de ses meilleurs films. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous faire ce podcast-là. J'ai pris le temps de réfléchir, là, de passer, de repasser dans ma tête un petit peu sa carrière, de me rappeler des films qu'il avait fait, parce qu'il y en a tellement fait de films, ça fait tellement longtemps qu'il travaille comme acteur. Il a commencé vraiment jeune, Leonardo DiCaprio. Puis j'ai décidé de vous faire aujourd'hui un top 10 de ses meilleurs films, si vous voulez découvrir cet acteur-là, par quoi commencer. Ça, c'est mon opinion, là. C'est des films que moi, je trouve qui sont indispensables. Il y en a tellement d'autres aussi. Là. Je vous avouerai que quand j'ai fait ma recherche pour ce podcast-là, j'ai hésité beaucoup. Il y a plusieurs films que j'aurais aimé ça aussi mettre dans le top 10. Mais il a fallu que je fasse un choix parce que c'est ça, je voulais pas que ça soit un top 30. Fait que j'ai décidé de m'en tenir à 10 films indispensables. Puis, je vais les nommer, mais c'est pas dans mon ordre de préférence. Je vais plus les nommer en ordre chronologique des années que ces films-là ont sorti. On va commencer par le début de sa carrière, puis je vais remonter jusqu'à aujourd'hui dans les derniers films qu'il a fait. Fait que Leonardo DiCaprio, c'est qui? C'est un acteur américain qui est né en Californie. Il est né le 11 novembre 1974. Il est né d'un père italien puis d'une mère allemande. Puis ses deux parents, très jeunes, ils l'ont encouragé là, à développer ses talents artistiques. Ils l'ont encouragé à suivre des cours de comédie. Dès 1988, Leonardo DiCaprio, il était déjà en formation pour vraiment apprendre à jouer. Puis il a débuté vraiment très jeune dans le métier. Là. Il avait 13-14 ans à peu près. Il a commencé par des spots publicitaires, en fait. Puis la première fois qu'on le voit à la télévision, c'est dans la série américaine Growing Pains. Puis c'était dans la saison 7 qu'il a commencé à jouer dans cette série-là. Puis aussi, il a obtenu des petits rôles au cinéma là, avant de devenir une grande vedette, comme, je sais pas si vous connaissez les films Critters. C'était une série de films d'horreur qui a comme débuté dans les années 80. Mais lui, il a eu un petit rôle dans Critters 3, qui est sorti en 91. Puis après ça, il y a eu vraiment l'opportunité de jouer avec Robert De Niro dans This Boy's Life, dans lequel il faisait un jeune homme dont la mère s'est amourachée d'un homme violent. Puis on suit un petit peu l'histoire là, du couple, puis avec aussi le jeune garçon qui a été incarné par DiCaprio, qui était excellent là-dedans. Puis la notoriété vraiment là, comme star du cinéma, il l'a vraiment obtenu quand il a fait Roméo et Juliette. Quand il a tourné Roméo et Juliette, c'était en 96 que le film est sorti. Suite à ça, là, il est vraiment devenu de plus en plus connu, idolâtré des jeunes adolescentes. Il était très, 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 très populaire. Les adolescentes le trouvaient très charismatique, très beau. Puis après ça, il a vraiment, littéralement explosé dans le film Titanic en 1997, qui est un film de James Cameron qui avait fait Terminator 2, Aliens aussi. C'est vraiment avec ce film-là c'est devenu vraiment une vedette planétaire suite à la sortie du film Titanic. On va commencer par le premier film. Ça, c'est vraiment le premier film que j'ai vu de DiCaprio. J'avais 15 ans, je pense, à l'époque, quand il est sorti. C'était en 95. Le titre, c'est Basketball Diaries. C'est un film de Scott Calvert. C'est basé sur un roman de Jim Carroll, qui était un poète, un écrivain, un musicien aussi, parce qu'il y a eu un groupe punk. Puis lui, c'est ça, c'était aussi un passionné de basketball. Il voulait vraiment faire carrière en basketball. Puis, durant sa carrière de basketteur, il a tombé dans l'héroïne, en fait. Il a tombé dans les grosses drogues dures. Puis, il a écrit vraiment une autobiographie qui s'appelle The Basketball Diaries, qui est sortie en 78. Puis, le film, il est basé vraiment sur le roman de Jim Carroll.
c'est vraiment une autobiographie. Puis pourquoi j'ai aimé ce film-là? Ben, honnêtement, là, son interprétation me jetait à terre. Quand j'ai vu ce film-là, c'était au secondaire, je m'en rappelle encore, c'était une semaine de prévention pour la drogue, pour faire de la prévention, pour nous informer au niveau des conséquences néfastes de la drogue sur l'être humain, sur l'adolescent. Puis il nous avait présenté, je me rappelle, un midi, un film qui s'appelait Basketball Diaries. Puis c'était la première fois que j'avais un contact avec le travail de DiCaprio, de Leonardo DiCaprio. Il est extrêmement crédible dans ce rôle-là. J'ai trouvé que son interprétation était vraiment sentie. Très intense aussi, parce qu'on le voit, à un moment donné, il y a une scène, on le voit, il est vraiment comme en manque d'héroïne, il n'y avait plus d'argent pour s'en payer. Il ne sait pas trop comment avoir sa drogue. Puis à un moment donné, ben, il y a une scène, c'est ça, il se fait enfermer dans une pièce, là. Je pense que c'est un ami qui décide de le sevrer. Puis ben, c'est ça, cette scène-là est extraordinaire. Là. Il est vraiment, vraiment très crédible, très intense dans son rôle là-dedans. Très jeune aussi, à l'époque, il avait quoi, début vingtaine. Je pense qu'il avait une vingtaine d'années quand il a tourné ce film-là. Puis déjà, moi, j'ai vraiment perçu son talent, là. J'ai vraiment trouvé... j'ai vu le potentiel. Ça m'a pas surpris après ça de voir que film après film, là, il prenait de plus en plus de popularité. Parce que c'est un excellent acteur. Puis c'est ça, qu'est-ce que j'ai aimé de son interprétation, c'est qu'on sent pas qu'il joue. Là, on sent vraiment une authenticité. Il est complètement imprégné de son personnage. C'est vraiment un film que je vous recommande fortement. Un film dur, parce qu'on tourne autour de la dépendance à l'héroïne, qui est une drogue, une des pires drogues au monde. Là. C'est vraiment une des pires cochonneries que l'être humain a inventé. C'est épouvantable, cette drogue-là. Puis aussi, l'acteur, il y a Mark Wahlberg qui fait un petit rôle là-dedans, qui retrouvera d'ailleurs dans un autre film que je vous parlerai un petit peu plus tard. Le deuxième film que je vous recommande de Leonardo DiCaprio, je n'ai parlé au début là, pour introduire l'acteur, c'est Roméo et Juliette. C'est le film qui est basé justement sur l'œuvre de Shakespeare, là, le dramaturge William Shakespeare. Puis ils ont fait une version moderne avec ce film-là. C'est Baz Luhrmann qui a réalisé ce film-là. Je ne sais pas si vous connaissez Baz Luhrmann. Baz Luhrmann, il a fait Moulin Rouge aussi. Il a fait The Great Gatsby, qui est un remake d'un film des années 70 avec Robert Redford. Puis le dernier film qu'il a fait, ça probablement que vous en avez entendu parler, il a fait un film sur Elvis, qui était très très bon. Puis ben, ce réalisateur-là, il a vraiment une touche très singulière. Là. Il y a une façon de faire le montage de ses films un petit peu épileptique, si on peut dire ça. Il y a une superposition d'images, il y a un rythme très saccadé, c'est très coloré au niveau visuel. Puis ben, son style, on le retrouve aussi dans le film Roméo et Juliette. Puis DiCaprio, ben, il incarne le rôle principal, il incarne Roméo. Et il joue avec Claire Danes, qui fait Juliette. Il y a aussi John Leguizamo et Paul Sorvino qui font partie du film. J'ai trouvé ça bien, ce film-là, parce qu'ils ont fait une version complètement moderne de l'histoire écrite par Shakespeare. Mais à la place que ça soit des épées, mais c'est des fusils, des guns qu'on voit dans le film. Mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment super de Luhrmann, c'est qu'il a gardé les dialogues originaux. Donc, si vous l'écoutez en anglais, là, ben même en français, parce que ils ont traduit, vous allez entendre comme des dialogues un petit peu poétiques. On tourne vraiment dans une façon de déclarer les dialogues. Il y a une façon un peu poétique, très imagée. Il a gardé vraiment... Luhrmann a gardé le dialogue qu'il y avait au départ
dans l'œuvre de Shakespeare. Fait qu'ils ont modernisé l'image, ils ont modernisé l'ambiance, mais ils ont gardé tous les dialogues originaux. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Donc, ils ont gardé un côté vieillot mélangé avec la modernité. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a vraiment... Lockman a transposé l'histoire au 20e siècle, finalement. La trame sonore est extraordinaire aussi, je dois la souligner, là. C'est une des trames sonores que j'ai le plus écoutées, honnêtement, dans ma vie. Il y a l'excellente chanson Number One Crush de Garbage dans ce film-là, qui est... C'est une chanson que je me lasse pas, là, une chanson très sexy, sensuelle, dark en même temps, qui se marie vraiment là, à merveille avec les images du film, avec l'ambiance aussi générale, qui est quand même assez dramatique, mais il y a quand même aussi un côté très sensuel, parce qu'il y a une histoire d'amour, là. Tout le monde connaît l'histoire entre Roméo et Juliette, puis que c'est ça, ça finit par un suicide des deux protagonistes. Puis DiCaprio, il est parfait là-dedans, parfait dans ce rôle-là. Il y a encore le côté très intense, il est capable de jouer dans le dramatique extrêmement bien, comme dans Basketball Diaries. On poursuit un petit peu dans cette lignée-là. Puis il est tellement comme naturel, comme je disais tantôt, dans sa façon de jouer. Il surjoue pas, jamais. Il est toujours... il joue toujours juste, sans trop en faire. C'est ça que je trouve bien de cet acteur-là. Mais il est capable aussi de faire des grosses colères, d'éclater en colère intensément dans les deux films que je viens de nommer, Basketball Diaries et Roméo et Juliette. Il est vraiment là, à quelques scènes, on le voit là, en train de péter un plomb. Puis encore là, il en fait pas trop. Il surjoue pas, mais il est très intense puis il est totalement crédible. Puis en faisant mes recherches aussi, qu'est-ce qui est intéressant, j'ai su que Nathalie Portman était supposée, à la base, elle avait été approchée pour faire Juliette, qui est une excellente actrice que j'adore, là. Mais finalement, Baz Luhrmann, il a décidé de ne pas la prendre, parce que à l'époque, elle avait 13 ans. Puis DiCaprio, il en avait 21. Il y avait comme un genre de malaise au niveau des âges, là. Fait que Luhrmann, il a décidé de prendre Claire Danes, qui est vraiment parfaite dans le rôle de Juliette, là, extraordinaire. Puis avant DiCaprio, pour le rôle de Roméo, Baz Luhrmann avait pensé à Ewan McGregor, qui est un acteur qui avait joué dans Trainspotting, qui était vraiment solide. Mais finalement, il s'est vraiment décidé de prendre DiCaprio. C'est un film que je me lasse pas d'écouter, original, dans le traitement qu'ils ont fait avec l'histoire de Shakespeare. Vraiment un film là, que je vous recommande fortement, de DiCaprio. Troisième film. Là, c'est vraiment un de mes films préférés de DiCaprio. Celui-là, je me lasse pas non plus de l'écouter. Là, on est plus autour de la comédie. C'est un biopic avec beaucoup d'éléments de comédie. C'est le film Catch Me If You Can, un film de Steven Spielberg qui est sorti en 2002. Ce film-là, dans le fond, ça raconte l'histoire de Frank Abagnale Jr., c'est un faussaire, un spécialiste en falsification de faux chèques, vol de documents. Il a même imité divers professionnels, comme il a imité médecin, pilote d'avion, avocat et professeur. Mais qu'est-ce qui est impressionnant, c'est qu'il a fait ça quand il était adolescent, au début de l'âge adulte. C'est un petit génie, finalement. Puis, comme je disais, il y a beaucoup d'éléments de comédie dans ce film-là. Ils ont traité l'histoire avec énormément de comédie. Côté dramatique aussi, mais tu sais, ça tourne beaucoup plus autour de la comédie. Puis il y a Jennifer Garner qui est dans ce rôle-là, dans ce film-là, qui joue un petit rôle. Très intéressante dans le rôle. Une des scènes où on rit le plus. La scène où est-ce qu'elle apparaît. Puis il y a aussi l'extraordinaire Tom Hanks qui est là-dedans. Christopher Walken. Écoutez, moi, ce film-là, là, j'ai adoré. Je l'ai trouvé vraiment très charismatique dans le rôle de Frank Abagnale. Très charmeur, très séducteur.
manipulateur aussi. C'était pas quelqu'un qui semblait avoir des mauvaises intentions, c'était plus quelqu'un qui voulait sortir d'une vie un petit peu de merde, là, finalement. Il voulait faire quelque chose de sa vie, puis il avait un talent pour justement pour prendre différentes identités. C'est vraiment... il y a eu, disons, une vie assez unique, le vrai Frank Abagnale. Puis, on suit, c'est ça, le parcours du personnage jusqu'à son arrestation. Puis, il était tellement brillant que le FBI ont décidé de l'embaucher après ses années de prison. Il est devenu même consultant là, pour combattre la fraude, je crois, aux États-Unis. Puis, il y a une petite anecdote aussi du film. C'est qu'il y a une des scènes, moi je suis québécois, puis c'est ça, je vis dans la ville de Québec, puis je me rappelle quand ils ont tourné le film, c'était en 2001 je pense qu'ils ont tourné le film, il y avait une scène qu'ils ont tournée dans la ville de Québec. Ils ont tourné ça dans le Petit Champlain, qui se trouve vraiment dans un secteur très touristique de la ville de Québec. Puis c'est une scène qui se passe en France. C'est une scène qui veulent faire à croire que ça se passe à Paris, mais ils ont tourné ça vraiment à Québec. Fait que j'ai trouvé ça assez génial à chaque fois que justement que je retourne dans le Petit Champlain, que je vois ils ont tourné ça près d'une église, là, une vieille église. Je pense toujours justement à Catch Me If You Can, qui est vraiment là un de mes films préférés de Leonardo DiCaprio. Avec ce film-là, on voit qu'il est capable de jouer autre chose que du drame. Il est vraiment capable de jouer de la comédie. Il est très, très, très polyvalent, versatile. C'est vraiment là qu'on voit que c'est un acteur de talent qui est capable de s'adapter à différents genres de cinéma, de films. Puis, le rôle de DiCaprio, à la base, il y avait Johnny Depp qui était supposé de le jouer, mais finalement, Spielberg s'est vraiment tourné vers DiCaprio. Donc, c'est un film là, que je vous recommande fortement. On va tomber avec le film numéro 4 de mon top 10 sur Leonardo DiCaprio. C'est le film The Aviator, qui est sorti en 2004. C'est un film de Martin Scorsese. Puis, je sais pas si vous connaissez Martin Scorsese. Là, c'est un réalisateur vraiment là, mythique du monde du cinéma. Il a fait Taxi Driver, entre autres, avec Robert De Niro dans les années 70. Il y avait Jodie Foster qui était là-dedans. Bref, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a tellement fait de films que j'adore. Il y a le extraordinaire film Casino, qui est un de mes films préférés de Scorsese, puis aussi un de mes films préférés tout court. Là. Puis c'est vraiment la première collaboration de DiCaprio avec Scorsese, parce que dans sa carrière, il va en avoir tourné 5 avec Scorsese. C'est un petit peu, je dirais un petit peu comme la muse de Martin Scorsese. C'est Martin Scorsese et DiCaprio se sont associés ensemble à partir de ce film-là. Puis ils ont tourné beaucoup d'autres films ensemble. Puis je vais vous parler vraiment de leur première collaboration, qui est The Aviator. C'est un film, un autre biopic. Là, on est plus côté drame, là. C'est moins comédie, comme Catch Me If You Can, qui est un autre biopic. Ça raconte l'histoire de Howard Hughes, qui était un producteur, un réalisateur de films, un entrepreneur puis un aviateur. Puis le film met en vedette aussi Cate Blanchett, Kate Beckinsale, Jude Law, puis même la chanteuse Gwen Stefani, la chanteuse de No Doubt, qui incarne l'actrice Jean Harlow. Puis c'est ça tourne autour de l'histoire de Howard Hughes, qui était un passionné de films sur les avions. Il avait tourné un film, je pense que même, je l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est un classique du genre. C'est Hell's Angels. C'est un film, je pense, qui a tourné dans les années 40. Puis, DiCaprio incarne justement l'homme d'affaires Howard Hughes. Puis on le suit là durant plusieurs années de sa vie, quand il a commencé à tourner des films, jusque aussi la période où il est devenu aviateur, il a aussi parti des entreprises aussi. Puis on suit aussi sa descente, aussi sa chute libre, là, sa descente aux enfers, parce que Howard Hughes avait des problèmes de santé mentale. Il y avait des troubles obsessifs et compulsifs en lien avec l'hygiène puis les microbes
Puis aussi, il était, on peut dire, il y avait aussi des traits de Diogène, le syndrome de Diogène, qui est l'accumulation compulsive d'objets. Puis DiCaprio, ben c'est ça, on voit là, vraiment, là, il incarne ce personnage-là dans ce film-là. Dans tous les périodes de sa vie, parce que c'était quand même un playboy qui plaisait aux femmes. Il est très très bon aussi dans cette période-là, quand il incarne un playboy. Très séducteur, très charismatique, très très bon dans ce genre de rôle-là. Puis vers la fin, ben, on le voit quand il est reclus chez eux, parce que Howard Hughes il a fini sa vie carrément isolé dans sa maison, il sortait plus, il se lavait plus, c'était rendu qu'il prenait plus soin de lui, il coupait plus les ongles, il se coupait plus la barbe, il était rendu très très maigre, il mangeait pratiquement plus. C'est très très triste la fin d'Howard Hughes, en fait, qui est mort, je pense, dans les années 70. Je pense qu'il pesait à peine 40 kilos quand ils l'ont trouvé mort. Il n'y avait plus de contact avec l'extérieur. DiCaprio est extraordinaire dans ces scènes-là. Encore une fois, très bon pour nous faire ressentir les problèmes de santé mentale de son personnage. C'est tous ces tourments intérieurs. Moi, j'ai trouvé vraiment très, très, très solide. Un film très long. C'est un film de 3 heures. 3 heures et quart, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. Honnêtement, là, j'ai adoré du début à la fin. The Aviator, c'est vraiment un excellent film. Ça avait même été nommé aux Oscars en 2004. Je crois qu'il n'avait pas gagné l'Oscar, par contre, mais il avait été nommé tellement que c'est un film de qualité. On va y aller avec le film numéro 5. Je parlais de DiCaprio, qui avait collaboré beaucoup avec Martin Scorsese. Ben là, je vais vous parler d'un autre film qu'il a fait avec lui. Ça a été tourné 2 ans après The Aviator. C'est The Departed. C'est un film de 2006. C'est un de mes films policiers préférés, un de mes trailers policiers préférés. Je me lasserai jamais d'écouter ce film-là. L'histoire tellement géniale. Il y a vraiment là, une histoire très bien montée là-dedans. C'est en fait, The Departed, juste pour vous introduire un petit peu le film, c'est basé sur un film hongkongais. Ça s'appelait Infernal Affairs. C'est un remake finalement d'un film de 2002 que Martin Scorsese a décidé d'en faire un remake. Il a décidé de réaliser ce film-là. Il y a Jack Nicholson qui est là-dedans, qui fait le chef de la PEG extraordinaire là-dedans. Il a l'air méchant comme toujours, avec ses sourcils en V. Là, Jack Nicholson, un acteur que j'adore. Puis dans ce film-là, ben, DiCaprio, il retrouve Mark Wahlberg. Il y a Matt Damon aussi qui joue là-dedans, Martin Sheen et Alec Baldwin. Si je vous fais un petit résumé du film, en gros, DiCaprio incarne un jeune policier qui s'appelle Billy Costigan, qui vient d'être diplômé là, comme policier. Puis c'est un peu un film qui tourne autour là, des gangs de rue, des gangsters à Boston. Dans le fond, Billy Costigan, le personnage incarné par DiCaprio, il est engagé par la police pour infiltrer la gang à Jack Nicholson. C'est carrément une mafia. Puis c'est un jeu de chat et de souris, parce que Nicholson, lui, a décidé d'envoyer un de ses hommes, qui est qui est Matt Damon plutôt, dans la police pour découvrir, dans le fond, c'est qui la taupe qui a infiltré son gang. Fait que chacun des deux clans essaie de découvrir c'est qui la taupe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, la façon qu'ils ont fait ça. Puis c'est un film, comme je vous dis, avec vraiment une intrigue très intéressante. On s'ennuie pas une seconde. Il y a des scènes extrêmement violentes, parce que les films de Scorsese, là, faut le dire, là, dans la plupart de ces films, là, il y a énormément de violence. Puis là-dedans, ça manque pas. Il y a une scène, entre autres, je vous compterai pas tout, là, mais il y a une scène, entre autres, qui est assez intense, avec un étau. Puis ça tourne autour d'une scène
de torture auquel Nicholson, la gang à Nicholson décide d'infliger à un mec de leur clan qui serait peut-être un traître. Je vous en dis pas plus, là, mais c'est vraiment une scène violente, mais quand même drôle en même temps. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film avec une intrigue vraiment brillante. Mais Martin Scorsese est tellement fort pour créer des histoires quand même assez déjantées, avec plein de personnages plus malades les uns que les autres, plus psychopathes les uns que les autres, plus violents. Il y a vraiment le talent de faire ce genre de film-là. DiCaprio, dans Policier, très 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 solide comme à son habitude. D'ailleurs, le film a gagné l'Oscar du meilleur film en 2006 et du meilleur réalisateur. Honnêtement, là, c'est un des meilleurs films policiers que j'ai vu de ma vie, que je vous recommande fortement, de Scorsese avec DiCaprio. Numéro 6 maintenant. Le film que je veux vous parler, c'est le film qui s'appelle Revolutionary Road. Un peu de misère à dire. Un film qui est sorti en 2008 de Sam Mendes, réalisateur que j'ai adoré quand il a fait le film American Beauty. Extraordinaire film, ça, American Beauty, avec Annette Bening. Et il y avait aussi Kevin Spacey. Ça, on tourne vraiment autour d'un film dramatique. C'est le deuxième film que DiCaprio fait avec... où il retrouve en fait son ancienne collègue Kate Winslet, parce qu'il avait tourné avec elle, comme vous savez tous, là, dans le film Titanic. Puis c'est un film qui est basé sur un roman de Richard Hates, qui est publié en 1961. DiCaprio, en fait, il incarne le personnage de Frank Weller. C'est un film qui se passe dans les années 50. Puis on suit le couple qui est incarné par DiCaprio et Winslet. On suit leur quotidien, banal, qui ont des enfants, qui ont une vie très rangée, mais à un moment donné, qui décident de s'affranchir justement de cette vie qui est un peu plate, finalement, qui est un peu drabe, pour vraiment faire un voyage à Paris, sortir des États-Unis, puis vivre une autre vie. Donc, le film tourne autour vraiment d'un couple qui a une vie généralement ennuyante, où le couple étouffe, qui est dans une sorte de lassitude. Tu sais, comme on voit, là, je veux dire, des couples, on en connaît tous, des couples, à un moment donné, qui sont ensemble, puis qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu sacré. C'est rendu une routine chiante, là, finalement. Fait qu'on tourne autour de la destruction d'un couple. C'est un film assez dramatique, là. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de comédie là-dedans, même, je dirais, il n'y en a pas du tout, là. C'est un film vraiment autour des thèmes des rêves oubliés des protagonistes, de l'usure du couple, surtout. On suit vraiment la descente aux enfers d'un couple. Au début, c'est la passion totale quand ils se rencontrent. On les suit au début, quand ils se rencontrent, après ça, quand ils se marient, quand ils ont des enfants, quand ils achètent leur première maison, achetée par l'actrice qui incarne l'agente immobilière Katie Bates. Puis c'est un film qui reste dans les thématiques un petit peu, justement. On reconnaît la touche Sam Mendes avec American Beauty. Il y avait un petit peu les mêmes thématiques, l'usure d'un couple, comment on oublie nos rêves à un moment donné, quand on tombe dans une genre de routine métro, boulot, dodo. Fait que moi, j'ai trouvé vraiment, là, Kate Winslet, DiCaprio, extraordinaire, les deux, dans ce film-là. Très, très différent du couple qui formait dans Titanic, vous allez voir, là. C'est vraiment... on est dans une autre tonalité, mais ça fonctionne totalement. Les deux acteurs ont une belle chimie. Ça paraît qu'ils aiment jouer ensemble. Ça transparaît dans le film, dans toutes les scènes qui sont ensemble. Il y a une scène d'ailleurs là, que je veux que vous remarquiez si vous voyez ce film-là. Revolutionary Road, c'est une des scènes finales
Il y a une chicane assez intense entre DiCaprio et Kate Winslet. Une scène mémorable. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que les deux acteurs, là, c'est vraiment deux acteurs de très grand talent. Puis je dois faire aussi mention d'un acteur que j'ai vraiment... C'est peut-être l'élément... Je disais qu'il n'y avait pas d'élément comique dans le film, mais c'est peut-être l'élément drôle du film. C'est l'acteur Michael Shannon, qui incarne le fils à Kate Winslet... le fils à Kathy Bates, plutôt. Il y a des répliques extraordinaires dans ce film-là. Il incarne un personnage qui a des problèmes de santé mentale... puis qu'il n'a pas la langue dans sa poche, puis il va dire les 4 vérités au couple, là. En tout cas, il va les confronter solides. Moi, j'ai trouvé que Michael Shannon, là, aussi, est extraordinaire de là-dedans. Très, très drôle. On est rendu au film numéro 7. Le film numéro 7, c'est une autre collaboration que DiCaprio a faite avec Martin Scorsese. C'est le film Shutter Island, un film de 2010 qui est basé sur une nouvelle de Dennis Lehane, un roman qui est sorti en 2003. L'histoire, ça se déroule en 1954. On suit 2 policiers, Teddy Daniels, qui est incarné par Leonardo DiCaprio, et Chuck Hull, qui est incarné par Mark Ruffalo. Les 2 policiers sont chargés, dans le fond, de se rendre sur une île qui s'appelle la Shutter Island pour enquêter sur la disparition d'une patiente qui est survenue dans l'hôpital psychiatrique sur l'île. Puis le film va prendre une tangente dont vous ne pouvez soupçonner. Moi, je me suis fait prendre, là, je pensais pas que le film prendrait cette tangente-là. Ça commence d'une façon, mais ça finit d'une façon qu'on n'aurait pas deviné. La tonalité du film, je vous dirais, c'est un film qui est vraiment très sombre. Les nuages tout le temps gris, il pleut pratiquement tout le temps dans le film. Il y a une ambiance aussi angoissante. Je dirais même, sans que ça soit un film d'horreur, mais je dirais qu'il y a quand même des éléments de film d'horreur par moment dans le film que j'ai trouvé super beau. C'est le visuel vraiment très très bien. Ça frôle aussi le film fantastique. Donc, quand il y a des éléments d'horreur et des éléments de films fantastiques, visuellement, là, c'est très impressionnant qu'est-ce que Scorsese a fait. L'histoire est vraiment originale. Puis, comme je vous dis, il y a un dénouement vraiment inattendu vers la fin qui est vraiment là, très surprenant. Puis, j'ai aimé le personnage de Leonardo DiCaprio là-dedans parce que c'est un personnage qui est vraiment très torturé. Il y a un passé qui est quand même assez lourd qu'on apprend à un moment donné dans le film. Quelqu'un qui était à la guerre, qui est encore en stress post-traumatique, qui n'est pas totalement sorti de ça. Puis plus le film avance, plus on apprend un petit peu toutes les fragilités de son personnage, que je l'ai trouvé très 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 solide dans le rôle de Teddy Daniels. Donc ce film-là, je vous le recommande très fortement. Numéro 8 maintenant. Là, on va tomber dans un film plus science-fiction, un thriller de science-fiction qui s'appelle Inception. C'est un film qui est sorti en 2010, la même année que Shutter Island. Il y a 2 films de DiCaprio qui sont sortis cette année-là, qui est un film de Christopher Nolan, un réalisateur que j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Là, comme vous savez, j'aime beaucoup ce réalisateur-là. Film très complexe. Je vous dirais, c'est un film... Une écoute, un visionnement n'est pas assez, là, je vous dirais, pour tout saisir tous les détails que ce film-là contient, parce que l'histoire, je vous le cacherai pas, là, est assez compliquée. Puis, pour vous dire à quel point l'histoire est pas simple, j'avais lu un article en faisant mes recherches sur ce podcast-là, que même plusieurs années plus tard, DiCaprio disait lui-même qu'il n'avait pas tout compris du film tellement que le film était complexe. Je vais vous résumer ça en quelques lignes, là, parce que c'est vraiment un film assez complexe à résumer. DiCaprio, il incarne un voleur expérimenté qui s'appelle Dom Cobbs. Lui, il est chargé, là, il a des contrats pour voler des secrets, des informations enfouies au fond du subconscient de la personne lorsque cette personne-là arrive. Qu'est-ce qui se passe, c'est que
lui, il est engagé par des gens pour aller récolter des informations pendant que la personne rêve. Il est comme connecté avec cette personne-là à l'aide de fils. En tout cas, vous allez le voir dès la première scène. Ils décrivent un petit peu le genre de travail que Cobbs fait pour aller chercher des informations dans le subconscient de la personne pendant qu'elle rêve. Puis, c'est un personnage, dans le fond, intéressant parce que lui aussi, c'est un personnage qui a un passé lourd. Il avait été soupçonné du meurtre de sa femme dans le passé, qui est incarné par l'excellente Marion Cotillard. Puis, les deux, ils avaient comme travaillé ensemble sur la superposition de rêves, rentrer dans les rêves. Puis, sa femme était convaincue qu'elle était dans un rêve, donc elle s'est donné la mort. Mais c'est ça, elle s'est donné la mort dans la réalité finalement, parce qu'elle n'était pas dans un rêve, elle était dans la réalité finalement. Puis, ben c'est ça, depuis ce temps-là, ben son personnage, le personnage de DiCaprio, il est traqué par je pense, des policiers qui veulent l'arrêter parce qu'ils pensent que c'est lui qui a fait le meurtre et tout ça. Il trouve ça louche, l'histoire avec sa conjointe. Il peut pas rentrer aux États-Unis voir ses enfants. Puis, il y a un moment donné, il est appelé par un homme d'affaires japonais pour une mission spéciale qui consiste à l'Inception. C'est le titre du film. Soit, à place d'aller récolter des informations, il doit implanter une idée dans la tête d'un propriétaire d'un empire énergétique. Un grand empire énergétique sur la planète. Parce que l'homme japonais, lui, il est dans le même domaine, puis il est dans le domaine énergétique, puis il aimerait ça devenir le numéro 1 dans ce domaine-là. Donc, il veut que le fils du propriétaire sabote l'entreprise de son père pour que lui, après ça, l'homme japonais, puisse devenir numéro 1. Je vous résume ça en gros. C'est plus complexe que ça. La mission, vous allez voir, quand vous allez... il va essayer de justement d'accomplir cette mission-là. Ça va être beaucoup plus compliqué qu'il pensait au départ. Il s'embarque dans quelque chose auquel il n'a jamais eu à faire face, finalement. Excellent film de science-fiction. Moi, j'adorais ça. Comme je vous dis, la première fois que je l'ai vu au cinéma, je suis sorti de là, je me suis dit, oh, ça, c'est sûr, j'ai pas tout compris du film. Je l'ai revu une deuxième, une troisième, puis une quatrième fois. Je l'ai revu beaucoup de fois, finalement. Puis avec les écoutes, les éléments, les pièces du puzzle se mettent toutes en place, finalement. Mais même là, c'est un film très, très, très complexe. À revoir à plusieurs reprises. Puis le film aussi contient d'excellents acteurs. Il y a Elliot Page qui est là-dedans. Il y a Tom Hardy, excellent Tom Hardy que j'avais adoré dans le nouveau Mad Max, la suite de Mad Max. Il y a Joseph Gordon-Levitt qui est vraiment très très bon aussi là-dedans. C'est la première fois que je le voyais dans un film. Je l'ai découvert avec ce film-là. Il y a l'excellent Michael Caine. Puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Marion Cotillard. Et il y a Cillian Murphy. Excellent film de science-fiction, je vous recommande fortement. On va y aller avec le 9e film. Le 9e film, là, c'est vraiment, vraiment un de mes films préférés de DiCaprio. Je dirais même que c'est la meilleure interprétation de sa carrière. C'est le film dans lequel il m'a plus impressionné pour son jeu d'acteur. C'est le film The Wolf of Wall Street. C'est un film qui est sorti en 2013, qui est aussi encore réalisé par Martin Scorsese. Et quand je vous disais que DiCaprio a fait beaucoup de films avec Scorsese, là, je vous avais pas menti. Puis il y a plusieurs films qu'il a fait avec Scorsese, comme vous pouvez constater dans mon top 10, qui sont dans mes préférés. Il a vraiment fait des extraordinaires films avec Scorsese. Donc, le film, dans le fond, c'est adapté sur le livre de Jordan Belfort. Je ne sais pas si vous connaissez Jordan Belfort, en fait, c'est un biopic, encore une fois. DiCaprio, ça a l'air qu'il aime bien ça, incarner des personnages qui ont réellement existé.
Jordan Belfort, c'est un ancien courtier en bourse qui était fondateur de la maison de courtage Stratton Hawkmont. Puis aussi, il est devenu dans les dernières années le conférencier. C'est un personnage quand même particulier, Belfort. Il était arrêté, lui, dans le fond, pour avoir détourné des fonds, fait du blanchiment d'argent. Il a introduit illégalement à la bourse des investisseurs en les flouant, en gonflant artificiellement les prix des actions, puis en les poussant à les acheter. Donc, il a fait énormément perdre d'argent à tous les investisseurs auxquels il a vendu des actions. En gros, là, c'est un voyou. Là. C'est un crosseur, on va dire les vraies choses. C'est vraiment pas quelqu'un d'honnête. Il a floué, je vais vous dire, là, dans mes recherches, là, j'ai vu une information, il aurait floué ses investisseurs pour 200 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien. Donc, pour revenir au film, le film il est basé sur l'autobiographie de Jordan Belfort qui s'appelle également The Wolf of Wall Street, où on suit la carrière de Jordan Belfort, qui est, comme je disais tantôt, incarné par DiCaprio. Quand il a commencé à travailler dans une boîte d'investissement d'argent avec son patron, c'était Matthew McConaughey, le personnage qui est incarné par Matthew McConaughey, qui était son patron au début de sa carrière, qui l'a introduit à la finance, qui l'a introduit à la bourse, qui a expliqué comment faire de l'argent sur le dos des investisseurs en lui expliquant man, t'en as rien à foutre que l'investisseur fasse de l'argent ou pas. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est le beurre et l'argent du beurre. fait que Jordan Belfort, ben c'est ça. Il est devenu un peu comme son patron, à flouer des milliers d'investisseurs. Il a parti son entreprise. Puis c'était la débauche totale dans cette boîte-là. Il y avait des partos un peu partout dans les bureaux. Tout ce qu'on voit dans le film, ça a l'air inventé, mais ça s'est vraiment passé pour vrai. Moi, c'est ça qui m'a surpris. J'ai éclaté de rire. Je sais pas comment toi, dans ce film-là, c'est vraiment... C'est une comédie avec quelques éléments de drame, mais c'est vraiment plus une comédie. On rit à se pisser dessus. J'ai ri à maintes reprises en voyant ce film-là. Je me lasse vraiment pas d'écouter ce film-là. C'est un film avec toutes les débauches possibles qui sont retranscrites à l'écran. C'est la consommation de drogue outrancière de Jordan Belfort, qui était un cocaïnomane notoire, qui était obligé de consommer de la drogue pour justement être performant. C'est son mentor, Matthew McConaughey, qui l'avait un petit peu informé que s'il voulait être performant dans le milieu de la finance, il fallait qu'il sniffe de la cocaïne. Aussi, toutes ses tromperies, toutes les femmes avec qui il a couché. En tout cas, on suit vraiment sa vie de débauche. C'est un peu comme une rockstar, là. C'est un petit peu comme des membres de Motley Crue, là. Il aurait pu faire partie de Motley Crue, ce personnage-là. Moi, j'ai vraiment là, trouvé ce film-là hilarant. Film très très long quand même. Je pense que c'est un 3h, 3h15. Mais j'ai pas senti le temps passer. J'ai trouvé que le film passait très 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 rapidement. Ça, c'est bon signe. J'ai adoré le film. Il y a Margot Robbie, l'excellente Margot Robbie, qui fait la conjointe à DiCaprio là-dedans. Il y a même un acteur français, Jean Dujardin. Je sais pas si vous connaissez Jean Dujardin. Il avait joué dans... je pense que c'était 110 francs. Je me trompe pas. C'est un film basé sur un roman. Un classique là, français. On suivait un genre de publicitaire qui avait aussi une vie de débauche, qui avait décidé de ne pas respecter les normes de la publicité, de dénoncer un petit peu le modèle de la société de consommation dans laquelle il se trouvait. Fait que Jean Dujardin, excellent là-dedans. Pas un très grand rôle, mais vraiment très très solide dans toutes les scènes où il est. Il y a l'excellent Jonah Hill, qui est l'acolyte de DiCaprio là-dedans, qui fait
son collègue avec qui que parti son entreprise. Donc, je résumerais, c'est un biopic avec énormément d'éléments de comédie. C'est un film très intense, qui a pas beaucoup de temps mort, où on suit vraiment la descente aux enfers d'un financier, mais toujours autour... le traitement est très comédie. Donc, c'est pas il n'y a pas beaucoup d'éléments de drame. C'est dramatique parce qu'il y a quand même volé des millions d'Américains. Puis, sa vie, c'est ça. Il y a eu des problèmes beaucoup dans sa vie de couple. Il n'était pas capable d'élever son enfant correctement. Il était pas apte, là, finalement. C'était un ado qui pensait juste à faire la fête, à baiser, puis à prendre la dope. Mais honnêtement, la performance de DiCaprio, là, un rôle extrêmement physique. Il est très, très, très physique là-dedans. Il utilise son corps dans plusieurs scènes pour interpréter son personnage. Je vous en dirai pas trop parce que je veux pas vous je veux pas vous gâcher plutôt des punchs, mais il y a vraiment beaucoup de scènes. Je me suis dit, après avoir tourné ces scènes-là, il devait être brûlé. Donc, un film que je vous recommande fortement. Selon moi, c'est vraiment la meilleure performance de Leonardo DiCaprio dans un film. Extraordinaire comme film. Hey, on est rendu au dernier. On est rendu déjà au dernier. On est rendu au film numéro 10. Là, on va aller dans les derniers films que DiCaprio a fait. C'est le film Don't Look Up, qui est sorti en 2021, qui a été réalisé par Adam McKay, que je ne sais pas si vous connaissez Adam McKay. Je ne le connaissais pas beaucoup. Moi, j'ai fait une petite recherche, puis je me suis aperçu qu'il avait fait un panoplie de films avec le comédien Will Ferrell, qui est un clown notoire, qui est tellement comique, ce comédien-là. Fait que c'est un film qu'il a fait avec lui. C'est une comédie satirique, je décrirais ça comédie satirique, avec peut-être quelques éléments de science-fiction, mais ça tourne vraiment plus autour de la comédie satirique, un petit peu de dénoncer des travers de la société dans laquelle on vit actuellement. DiCaprio, il incarne le personnage du docteur Randall Mindy. Puis sa doctorante, Kate Diabiaski, plutôt, qui est incarnée par l'excellente Jennifer Lawrence, elle découvre, pendant qu'elle regarde le ciel avec un télescope, elle découvre qu'il y a une énorme comète qui est en train de se diriger vers la Terre, puis d'ici 6 mois, ça devrait détruire complètement la Terre parce que ça a la comète a une grosseur tellement immense que ça va vraiment avec la puissance de frappe là, quand elle va atterrir sur la Terre, elle va complètement détruire la Terre. Donc, elle décide d'en parler à son mentor, qui est Leonardo DiCaprio, Dr. Randall Mindy. Puis les deux s'aperçoivent là, qu'il va falloir qu'ils avertissent le gouvernement américain. Donc, ils décident de rencontrer la présidente des États-Unis, qui est incarnée par l'excellente Meryl Streep. Elle incarne un genre de Donald Trump féminin, très très comique, vraiment très très drôle. Elle a un je m'en foutiste total, elle n'en a rien à foutre, elle, tout ce qu'elle veut, c'est être réélue. Fait que, elle prend ça très à la légère, le fait qu'il y ait une météorite ou une comète qui va arriver sur la Terre dans les 6 prochains mois. Donc, les deux personnages principaux, Jennifer Lawrence et DiCaprio, essaient de convaincre la présidente des États-Unis vraiment de faire de la sensibilisation, de faire une tournée médiatique pour justement parler de ça, puis essayer de trouver une solution pour faire dévier la comète pour pas qu'elle fasse exploser la Terre. Mais la présidente, elle a un donateur qui s'appelle Peter Isherwell, qui est créateur d'une entreprise technologique qui s'appelle Bash. Puis eux décident, à place de faire dévier la comète, mais ils décident de faire de l'argent avec ça, parce que Peter Isherwell s'aperçoit que
la comète contient des milliers de milliards de métaux précieux qui seraient susceptibles de pouvoir enrichir la planète, puis de éliminer complètement la pauvreté dans le monde. Donc, comme vous comprenez, on est un peu autour du côté superficiel de la société actuelle, du fait que l'appât du gain va surpasser la sécurité de la population, que l'argent est plus fort que tout. Moi, j'ai trouvé ça intelligent, là, la façon qu'ils ont mis cet aspect-là dans le film, de dénoncer justement un petit peu le capitalisme. Moi, j'ai rien contre le capitalisme, là. Je suis quand même quelqu'un qui l'est capitaliste d'une certaine façon, puis qui aime l'argent, là, je m'en cache pas. Mais quand ça tourne au ridicule, quand on brime l'être humain pour ça, puis qu'il y a des risques de mort, ben là, c'est sûr que je suis contre ça totalement. Ça, c'est quand même assez drôle aussi. Ça se moque aussi des réseaux sociaux, toute l'influence aussi des médias, parce qu'il y a une scène, entre autres, où est-ce que Jennifer Lawrence est avec DiCaprio, sont en ondes, sont en train d'expliquer à deux présentateurs de nouvelles qu'il faut faire de quoi, il va y avoir vraiment une comète qui va faire exploser la planète. Puis les deux présentateurs prennent ça à la légère, puis oui, il y a une comète qui va atterrir. C'est ça, on en rit. Elle pète un plomb littéralement pendant cette scène-là, puis elle se fait complètement ridiculiser après ça dans les médias sociaux. Ça devient viral, puis sa gueule, elle voit constamment sa gueule trafiquer sur les médias sociaux, le visage barbouillé. Elle passe pour une folle, complètement. Donc, elle a complètement défait sa réputation, même si c'est une femme très brillante, puis elle a vraiment une grande connaissance là, dans l'astronomie, tout ça. Ben, elle a complètement scrappé sa carrière, si on peut dire, à cause des médias sociaux. Puis on le vit, comme vous pouvez le voir là, dans les médias. On n'arrête pas d'entendre parler qu'il y a des trolls qui vont commencer à bâcher sur des vedettes, à faire des menaces de mort. Toutes les écœuranteries qu'on voit, là, c'est ainsi, qui fait en sorte que les médias sociaux, il faut quand même s'en éloigner. Il faut peut-être faire une pause, de compter le moins de choses possible sur soi, là, parce que ça peut être très, très problématique. Ça peut briser des carrières, ça peut briser des vies. Puis ça peut même causer des dépressions. Puis aussi, tout ce qui est potin, il y a des scènes qu'on voit que s'intéresser à des chanteurs, des chanteuses très connus. Il y a Ariana Grande qui fait une vedette là-dedans. Ariana Grande qui est une chanteuse que la plupart des gens connaissent, qui fait un rôle là-dedans, une genre de vedette de télé-réalité chanteuse. On la voit se réconcilier en ondes avec son copain, puis c'est ça, on en a rien à foutre finalement, là. Ils peuvent se réconcilier chez soi sans mettre ça médiatique. Donc, le film tourne beaucoup autour des travers de la société. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Je me suis pissé dessus à maintes reprises pendant le film. Très, très drôle. Comme The Wolf of Wall Street, il y a des scènes que je reculais tellement. Je les remettais plusieurs fois tellement que c'était bon. Il y a une scène, entre autres, quand je vous disais que Leonardo DiCaprio est le maître pour péter des plombs pendant des scènes de ses films. Il pète un méchant plomb dans le film. Puis cette scène-là m'a fait mourir de rire. Je l'ai reculé à maintes reprises tellement que j'ai trouvé ça très, très, très drôle. Donc, c'est vraiment un film extraordinaire. J'ai adoré ce film-là. Quand il est sorti, je l'avais recommandé à tout le monde. C'était vraiment... j'avais dit que c'était mon film de l'année 2021. Puis c'est vraiment un des plus grands films que DiCaprio a fait. Moi, j'ai adoré, là. C'est vraiment un film très, très, très bon. Donc, j'espère que vous avez trouvé mon podcast assez complet là, pour les films que je vous recommande. J'ai essayé d'aller en surface, pas trop compter l'histoire en détail. J'ai essayé de résumer ça. Des fois, c'est pas toujours facile, comme le film Inception n'était pas évident à résumer.
J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puis j'espère que vous allez vous intéresser à la carrière de DiCaprio, à ses films, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un acteur, je trouve qu'il se bonifie là, d'année en année. On voyait dès sa jeunesse qu'il avait un talent flagrant, mais avec la maturité, avec son expérience, je crois que cet acteur-là a encore énormément de bons films en arrière de la cravate à nous montrer dans les prochaines années. Et que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, puis on se dit à la prochaine.